Donc, bonsoir à tous et merci de m'avoir invité. Donc effectivement, moi je m'occupe du service vin. Donc le service vin, on est là pour faire des études, justement des essais très pratico-pratiques, pour ensuite pouvoir trouver des solutions sur des problématiques alors, actuelles et futures. On essaie d'anticiper aussi les problématiques de demain. Et puis de communiquer à tous les élaborateurs de champagne les résultats de nos essais. Alors, donc je vais vous parler de trois principales problématiques qui ont déjà commencé et qui vont certainement s'accentuer avec notamment le changement climatique. La première, c'est effectivement, on a parlé tout à l'heure de température, ce sont les vendanges chaudes. Donc on voit que les vendanges sont de plus en plus précoces, des vendanges du mois d'août maintenant, c'est, on va dire, plus que commun. Donc forcément, journée plus chaude avec des températures aussi plus chaudes, donc il va falloir derrière limiter. Alors à la vigne, ça va être limiter l'échauffement des raisins, donc c'est des choses de pratique, de bon sens. Ça va être aménager les horaires de cueillette, comme en plus en août il fait quand même jour un petit peu plus tôt, on va pouvoir commencer à cueillir un peu plus tôt. Minimiser le temps d'attente des raisins dans les vignes, ne pas laisser les caisses en plein soleil. Alors ça c'est pas évident, mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Et puis privilégier les caisses de couleur claire. Donc ça c'est des essais qu'on avait fait et qu'on a refait aussi en 2017. Donc vous voyez la différence entre des caisses blanches et des caisses rouges. On peut avoir 5 degrés d'écart entre le haut de la caisse de ces caisses-là. Donc ce qui veut dire 5 degrés aussi sur les raisins. Donc ça peut être intéressant. Alors effectivement vous n'allez pas changer, racheter des caisses exprès, mais dès que vous rachetez des nouvelles caisses, utilisez plutôt des caisses de couleur claire, parce qu'en fait, elles reflètent la lumière, et du coup, elles emmagasinent moins la chaleur. Alors, au pressoir, ça va être mettre en œuvre le plus rapidement possible les raisins, de la même façon, pour pas qu'ils aient le temps de s'échauffer. Donc, limiter les temps d'attente. Alors, temps d'attente entre cueillette et livraison des raisins. Entre livraison et pressurage, pas laisser des mares trop longtemps sur les quais. Et puis, entre le débourbage et l'expédition, de la même façon. Alors ensuite en cuverie, où là c'est le cœur de la vinification, donc on va essayer de maîtriser les températures mais aussi les procédés. Donc la première chose, c'est de refroidir les mous. Alors l'idéal étant aux alentours de 18-20, ça ne sert à rien non plus de refroidir trop bas, sachant que voilà, on refroidit les mous quand ils sont à 25-30. S'ils rentrent déjà à 18-20, il n'y a pas besoin de les refroidir. On va minimiser l'oxydation, parce que plus la température est forte, plus il va y avoir consommation d'oxygène et donc oxydation des mous. Donc on va houiller un maximum, inerter si l'on peut, et houiller notamment quand on expédie des mous en citerne, on va remplir les compartiments des citernes un maximum, pour éviter justement que ça bouge pendant le transport en fait, et puis d'incorporer de l'oxygène aux mous. On va utiliser aussi les enzymes au débourbage. Alors pourquoi on va utiliser les enzymes au débourbage? Alors là, je vous ai mis un petit graphique des essais qu'on avait faits. Donc on regarde la turbidité en fonction... Donc la turbidité du mou de départ, elle était à 200, donc ça c'est sur une modalité. On l'a fait sur plusieurs modalités. On a fait un essai sans enzyme et un essai en enzymant 1 gramme par hecto. Et puis on a regardé dans le temps la diminution de la turbidité. Donc on voit que là, sans enzyme, bon, ça diminue un petit peu, mais au bout de 20-24 heures, on a encore un niveau de turbidité assez élevé. Donc un trouble dans les mous. Alors que on voit avec l'enzymage, dès 6-8 heures, on a déjà des vins qui sont quasiment propres. 5 NTU, c'est une bonne valeur à avoir. Donc les enzymes permettent d'aller plus vite, et du coup d'éviter des problèmes sur le mou. Alors ça c'est des essais qu'on a fait à 15 degrés. Alors voilà, là, je vous ai mis des petits schémas. En fait, comment ça fonctionne? Donc là vous voyez le petit schéma au-dessus du mou de départ. Sans enzyme, en fait, ça va être uniquement les bourbes lourdes qui vont précipiter qui vont sédimenter sous leur propre poids, donc par la gravité. Alors qu'avec l'enzymage, alors qu'est-ce que c'est des enzymes en fait? Donc on parle d'enzymes pectinolytiques. C'est des molécules qui vont vous casser les grosses molécules qui vont être des bourbes léchères, qui vont les casser en petits morceaux et elles vont pouvoir s'agglutiner. Donc ça va faire des flocs
qui vont devenir de plus en plus gros, et ces flocs-là vont pouvoir à nouveau sédimenter sous leur propre poids. Et donc du coup, vous aurez vraiment au-dessus un jus clair, alors que sans enzyme, vous allez avoir un jus opalescent, puisque ces bourbes légères vont rester en suspension. Alors donc ça, c'est des essais à 15 degrés, et on a fait le même type d'essai avec différentes températures, parce qu'on nous dit souvent, ah oui, moi je mets au froid, ça débourbe mieux. Alors là, on voit que quand on met à 10 degrés, ça débourbe pas mieux, au contraire. On voit même avec la modalité enzymée, on a encore des turbidités élevées. Pourquoi? Parce que l'enzyme, elle est inactivée finalement à basse température, et plus c'est chaud, et plus ça fonctionne. Alors effectivement, 20 degrés, ça commence à être un petit peu élevé, parce qu'après il y a risque de départ en fermentation, mais on voit que finalement, 15 degrés, c'est la bonne température, il ne faut pas descendre plus bas, parce que vous allez avoir une inactivation des enzymes. Alors là, je vous montre des essais. On peut essayer de faire des essais avec différents mous, hein, c'est ce qu'on a fait. Il y a des mous qui vont débourber plus ou moins facilement, parce qu'en fait, ces fameuses enzymes sont présentes naturellement dans les mous. Par contre, elles sont présentes à des doses bien inférieures. Alors vous pouvez avoir des mous avec un petit peu plus d'enzymes que d'autres. Et surtout, les enzymes présentes naturellement dans les mous vont être beaucoup plus sensibles au SO2. Alors que les enzymes qu'on va rajouter, les doses de SO2 que vous allez mettre ne va pas du tout les gêner. Voilà, donc l'activité réduite à 10 degrés. Alors, après les enzymes, il faut ensemencer le plus rapidement. Il faut que la fermentation parte le plus rapidement. Donc pour ça, la solution, c'est d'ensemencer. Donc là, je vous ai mis deux courbes. Donc une courbe en vert qui a été ensemencée, donc avec des LSA. Et puis une courbe en rouge, on a laissé la fermentation se dérouler spontanément. Donc vous voyez la différence du temps de latence. Hein, ce qu'on appelle le temps de latence, c'est le temps que les levures commencent à être efficaces et consommer le sucre. Donc on est à 2-3 jours pour un FA avec levurage, et on est jusqu'à 12-13 jours pour une FA spontanée. Alors ça, quel est le risque? Le risque, c'est que pendant ces 12 jours, vous allez avoir l'implantation de micro-organismes, souvent de contamination. Ou de la fleur, ou des bactéries acétiques qui vont pouvoir consommer déjà vos sucres, faire de l'acidité volatile. Et en plus, le deuxième effet qui se coupe, si on veut, c'est comme la fermentation n'est pas démarrée, donc vous n'avez pas ce dégagement de gaz carbonique, donc vous n'êtes pas protégé contre l'oxygène. Parce que pendant la fermentation, on est protégé contre l'oxygène. Avant, par contre, c'est beaucoup plus délicat. Et on sait que les mous sont sensibles à l'oxygène. Alors on a aussi une influence du mode de levurage, c'est-à-dire qu'on peut jouer en fonction de la réhydratation qu'on va faire de la levure, on peut jouer justement sur ce temps de latence. Alors l'utilisation classique d'une levure, hein, c'est de la réhydrater dans 10 fois son poids en eau, hein, 1 kg dans 10 litres d'eau, donc une réhydratation classique. Donc vous voyez là, il y a quand même, on est à peu près à 4 jours de latence. On peut utiliser aussi un levain comme on utilise pour les levains de tirage. Donc là, c'est assez compliqué, hein. Il faut déjà réhydrater, acclimater, multiplier. Donc ça, bon, c'est bien quand on a des gros volumes, mais quand on a des plus petits volumes, c'est compliqué. Par contre, on gagne un petit peu, on gagne 1-2 jours. Et puis, il y a une autre méthode, celle-là qui est beaucoup plus pratique, qui est ce qu'on appelle la réactivation le levain de 24 heures, où en fait, on va faire une réhydratation classique, et puis après, on va mettre dans 1 hectolitre de mou, et on va laisser 24 heures, on ensemencera la cuve. Et du coup, ça permet aux levures de vraiment reprendre des forces, en fait, hein, de vraiment récupérer tout leur potentiel, de se développer, d'être dans des bonnes conditions pour ensuite faire la fermentation. Donc elles vont commencer beaucoup plus tôt. Donc là, vous voyez, on gagne encore 1 ou 2 jours. Voilà, donc ça, c'est toutes des méthodes qu'on peut mettre en place assez facilement pour un départ en fermentation rapide. Et puis la dernière chose, évidemment, hein, quand il y a de la chaleur, on sait que les micro-organismes prolifèrent beaucoup plus rapidement, donc une hygiène irréprochable en cuverie. Alors qu'est-ce qu'on appelle hygiène? En fait, on peut distinguer trois étapes. On a le nettoyage pur, qui va être de retirer les souillures. On a la désinfection, là qui va être d'éliminer les micro-organismes de contamination ou autres. Et puis, on a le rinçage, qui là, le rinçage, c'est de l'eau. Donc le nettoyage, on va essayer d'adapter le détergent qui va être utilisé. Alors les détergents, ils ont souvent des tensioactifs, hein, pour essayer de capter vraiment la souillure. Donc on va utiliser des détergents qui sont adaptés et au type de souillure et aux matériaux, pour ne pas abîmer non plus les matériaux. Si vous utilisez de l'émail, par exemple, vous n'allez pas mettre
Vous n'avez pas utilisé de la soude, parce que là, sinon, votre émail, il risque d'avoir des problèmes. Pour la désinfection, là, on va utiliser des produits désinfectants, donc c'est des bases ou des acides, hein, tout dépend de quelle désinfection vous voulez jouer. Et on va jouer justement sur la concentration et le temps de contact. Et puis, effectivement, pour que ce soit plus efficace, il faut rincer avant pour retirer un maximum de souillure visible, et puis rincer surtout après pour retirer les résidus des produits de nettoyage. Et alors, on peut augmenter encore l'efficacité, ce qu'on appelle la méthode TACT, c'est-à-dire qu'on va jouer sur les quatre éléments du schéma. Donc la température, si on augmente la température, on pourra diminuer la concentration en produit. Avec l'action mécanique aussi, hein, comme on voit quand on frotte, c'est comme quand on lave la vaisselle, hein, quand on frotte, ça part mieux, donc on a besoin de mettre moins de produits. Donc les produits adaptés, et puis le temps de contact aussi. Souvent, il y a des choses qui sont utilisées avec des canons à mousse, ce qu'on peut appeler des canons à mousse, qui permettent aux produits d'être plus longtemps en contact avec le matériau à nettoyer. Voilà, donc tout ça, ça va permettre d'augmenter. Alors nous, on a sorti aussi des fiches techniques hygiène hein, qui montrent, qui expliquent vraiment concrètement comment on peut nettoyer et les bonnes pratiques à utiliser. Donc ça, vous retrouvez ça sur l'extranet du comité. Alors deuxième problématique que l'on a et qui risque de se concentrer sur les années à venir, c'est tout ce qui est altération des raisins. Donc on a eu une très belle année au niveau sanitaire, l'année dernière pareil, mais rien ne nous dit que 2017 ne reviendra pas. Et bon, je ne vous fais pas un dessin, voilà, 2017 on a eu quand même des gros soucis en cuverie, hein, il y a quasiment eu un tiers des cuves qui étaient polluées, notamment à cause des ACF, hein, parce que c'est vraiment, l'arôme de champignons frais, c'est vraiment un fléau, on va dire, puisque une très petite quantité en fait, peut polluer toute une cuve. Donc du coup, les professionnels nous ont demandé de travailler sur ce sujet-là pour détecter le plus en amont possible ces altérations, pour isoler des lots s'il y a besoin d'isoler des lots, et surtout pas contaminer toute une cuve. Alors, une des premières études, une des premières méthodes qu'on utilise, c'est l'imagerie. Donc, le but du jeu, c'est de distinguer les raisins sains des raisins altérés. Et c'est aussi de trouver une signature spécifique vraiment par type d'altération. Que ce soit pourriture grise, pourriture acide, oïdium, d'avoir vraiment une marque, en fait, sur un spectre spécifique. Et puis de pouvoir quantifier la proportion d'altération. Alors pour ça, c'est pas très simple, hein. Il suffit pas de prendre une belle image. On a plusieurs paramètres à déterminer. Tout d'abord, on a la technologie d'acquisition, hein. Toutes les technologies ne se valent pas. On a l'éclairage aussi, parce qu'en fonction des conditions d'éclairage, vous pouvez voir plus ou moins de choses. Les longueurs d'onde aussi, donc on travaille dans le visible, mais pas que. Hein. On voit qu'il y a des longueurs d'onde, l'infrarouge, l'ultraviolet, ou d'autres longueurs d'onde qui peuvent être intéressantes. Et puis ensuite, tout ce qui est traitement de données, stockage de données, parce que ça fait des gros fichiers, et puis traitement de données. Donc là, je ne sais pas si Cédric en parlera un petit peu. Voilà, on a fait des essais aussi ensemble. Alors, deuxième marqueur pour l'altération des raisins, c'est des marqueurs, on va dire, plutôt chimiques, qui doivent être vraiment spécifiques à une altération, hein, parce qu'il faut qu'on puisse déterminer si c'est de la pourriture grise, de la pourriture acide ou de l'oïdium, qui doivent être corrélés au niveau d'intensité et surtout à la nuisibilité sur 20, parce que finalement, si ça fait rien sur 20, on ne voit pas trop l'intérêt, qui doivent être détectables, donc avec des méthodes d'analyse fiables et qui permettent de détecter des faibles quantités. Parce qu'on voit notamment avec l'ACF, comme des très petites quantités peuvent polluer tout, il faut qu'on puisse aller jusqu'au nanogramme. Donc c'est le 1 millionième de milligramme, voilà, ça fait quand même pas beaucoup. Et puis il faut que ces marqueurs soient stables, soient pas influencés par les bourbages ou par les fermentations, parce que sinon on ne peut plus distinguer. Alors quels sont ces nouveaux marqueurs ? Donc en fait c'est des marqueurs qui vont être issus d'une transformation par les altérations de la pellicule ou de la pulpe des raisins, donc par des réactions enzymatiques, hein, des enzymes que vont produire ces moisissures, ces micro-organismes, et qui vont transformer un substrat, donc une molécule, en plusieurs molécules. Donc c'est ce qu'on appelle des métabolites.
en fait. Vous en connaissez déjà certains. Je pense que voilà, l'acide gluconique maintenant est analysé depuis plusieurs années. Il y a le glycérol. Donc nous, on étudie en ce moment l'acide mucique et puis d'autres qui vont venir. Alors on sait que par exemple l'acide gluconique, c'est un bon indicateur d'altération générale, mais ce n'est pas un indicateur qui est spécifique à botrytis. Nous, on veut vraiment essayer de voir par rapport à la pourriture grise, parce qu'on sait que notamment les ACF se développent quand il y a de la pourriture grise. Ce n'est pas botrytis qui produit les ACF, mais souvent c'est une molécule de surinfection qui est là à la faveur de botrytis, parce que botrytis a ouvert la porte, a dégradé la pellicule et a permis à d'autres moisissures de rentrer dans le raisin. Donc c'est pas suffisamment précis pour ce qu'on veut faire. Le glycérol, on peut le détecter, mais par contre, on le détecte à des valeurs qui sont assez hautes et qui sont déjà très importantes par rapport au pourcentage d'altération. En fait, on commence à détecter quand il y a déjà 20% d'altération. Et puis en plus, le glycérol est produit par les levures de fermentation. Donc si votre mou est parti ne serait-ce qu'un tout petit peu, même sans le voir en fermentation, vous allez avoir un pic de glycérol. Donc c'est pareil, c'est pas suffisamment stable. L'acide mucique, donc, qui est un autre des métabolites, qui est issu en fait de la dégradation de la paroi des pectines de la pellicule du raisin, nous apparaît comme un bon candidat. Là, ça fait 2 années qu'on fait des essais dessus. Donc il est très bien corrélé à l'intensité, il est très stable. Par contre, aujourd'hui, sa technique d'analyse est un peu compliquée. Il faut avoir un laboratoire pour l'analyser. Voilà, c'est par chromatoionique, pour ne pas le citer. Donc c'est un petit peu compliqué, donc on est en train de développer d'autres marqueurs qui seraient plus faciles à analyser, notamment par des méthodes d'équité enzymatique qui seraient accessibles à plus de personnes. Voilà. Autre méthode qu'on est en train de développer, c'est ce qu'on appelle des bandelettes immunologiques. Alors là, ça fonctionne sur le même principe que les tests de grossesse, si vous connaissez. Donc on va avoir une petite bandelette sur laquelle on va avoir des anticorps de botrytis qui vont être intégrés. Et quand on va plonger donc, la bandelette dans du mou, on va avoir les antigènes de botrytis qui sont contenus dans le mou si le mou est pollué par botrytis, qui vont migrer sur la bandelette jusqu'à temps de rencontrer les fameux anticorps et qui vont être piégés. Et donc on va avoir une ligne qui va apparaître et qui va indiquer s'il y a présence de botrytis. Donc ça, pour l'instant, c'est pareil, ça fait 2 ans qu'on développe ce test, ça marche pas trop mal. Maintenant, nous on aimerait que l'intensité de la ligne soit variable en fonction du pourcentage d'altération, donc de la quantité finalement de botrytis qu'il y a dans les mous. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'on y arrive. C'est un botrytis visuel, c'est un botrytis sec, gras. Alors après c'est des anticorps, donc c'est des antigènes de botrytis. Donc il n'y a pas forcément, pour l'instant on n'a pas, c'est vraiment une quantité. C'est sur les conidis, c'est les antigènes de conidis, de botrytis. C'est les antigènes de, pas forcément de conidis, non, de botrytis aussi et de tout. Ouais. Parce que le problème aussi, on avait fait des essais avec de l'ADN, et le problème de l'ADN, c'est qu'il part dans les bourbes. Donc après, on n'a plus... Le but du jeu, c'est qu'on puisse tester sur mou non débourbé et sur mou débourbé aussi. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'impact. C'est vous qui le faites, ce test-là? C'est avec un laboratoire, on travaille en prestation avec un laboratoire. Voilà, et dernière étude sur laquelle on travaille, comme notre plus gros fléau c'est l'ACF, on essaie de trouver un test prédictif simple et pratique qui pourrait être applicable sur le terrain par tout le monde, avec une petite formation mais très rapide des opérateurs, même des gens qui sont là en bon ponctuel, en travailleurs saisonniers. Pour ça, il faut que la détection elle soit vraiment tangible et puis qu'il n'y ait pas de faux positifs. Donc on s'est basé sur une technique d'acidification et de chauffage qui permet de révéler justement ces molécules-là. Donc, il augmente, en fait, il multiplie par 500 la quantité de marqueurs d'ACF et il permet justement de le sentir, parce que sinon sur mou, vous ne pouvez pas sentir un ACF classique. Donc là, c'est pareil, on travaille dessus, on doit améliorer la détection, parce que pour le moment, c'est ce point-là qui pêche un peu, parce que forcément, le fait de chauffer un mou, ça donne une odeur un petit peu différente. On n'a pas l'habitude de cette odeur-là, un mou un peu chaud, un peu caramélisé. Donc il faut passer outre cette odeur-là pour essayer de détecter l'ACF. Et l'ACF n'est plus sous la forme champignon frais, vraiment champignon de Paris, il est plus sous un côté champignon cuit. Donc
Donc c'est pas évident pour les dégustateurs de retrouver l'arôme initial. Alors, le but du jeu, c'est de pouvoir faire ça au cul des pressoirs, que chacun puisse savoir, avant même d'aller dans les cuveries, enfin dans la cuverie des bourbages, pour éviter toujours cette pollution en cuverie des bourbages. Pour mettre ça en place, le problème, c'est, je reprends ma casquette dans le temps quand j'étais jeune, c'est que vous avez besoin d'un panel d'experts. Alors justement, on veut avoir quelque chose qui peut être fait par monsieur tout le monde. Donc il faut que ce soit quelque chose de très reproductible et de très net. Voilà. Il faut que ce soit vraiment... la réponse doit être très... sans appel, quoi. Donc pour ça, effectivement, on peut former. Alors nous, on a commencé à... quand on a fait des essais de dégustation, en fait, on avait nos témoins, on faisait goûter aux dégustateurs le mou sain qui a été chauffé et un mou qu'on a contaminé naturellement, qu'on a contaminé avec un modèle chauffé aussi, pour leur dire, ça c'est le sain et ça c'est le contaminé. Et après, ils devaient retrouver dans une série les sains et les contaminés. Voilà, donc ça peut être une petite formation assez rapide, avec des étalons, des échantillons que la personne a à disposition aussi pour pouvoir se retester et avoir un témoin pour pouvoir comparer. Alors, troisième enjeu, qui est celui qui est quand même le moins développé pour l'instant. Hein. On a commencé uniquement cette année, un petit peu l'année dernière, mais on a travaillé dessus. C'est la modification de la composition des mous. Parce qu'effectivement, vous avez une modification des pratiques viticoles, une modification du climat. Donc derrière, les mous de demain ne seront plus les mêmes que les mous d'aujourd'hui. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour s'adapter, pour qu'on puisse toujours faire du vin de qualité, avec des mous différents. Alors je vous ai remis... donc là c'est les résultats de cette année, hein, sur les échantillons de mou qu'on récupère dans le vignoble. Donc c'est des échantillons de tous les crus, tous les cépages. On a entre 250 et 300 échantillons. Donc c'est quand même bien représentatif du vignoble. Donc on voit là sur les paramètres d'acidité qu'on a l'acide malique qui est quand même nettement en baisse, et on le remarque depuis déjà plusieurs années. Le pH, lui, se maintient grâce au taux de potassium, parce que comme vous avez des pratiques aux vignes qui limitent le taux de potassium, du coup le pH y baisse malgré une acidité totale qui peut baisser. Donc l'important dans les paramètres d'acidité, c'est quand même le pH. Et on voit l'acide tartrique qui est équivalent aussi à la moyenne décennale. Alors là, oui, je vous avais mis les paramètres, les mesures préventives, effectivement, pour diminuer le potassium. Donc le fait de limiter la fertilisation, on diminue le potassium, l'enherbement aussi. Certains porte-greffes assimilent moins le potassium, comme le 41B. Et puis au niveau œnologique, le potassium étant plutôt dans la zone périphérique de la pulpe, tout ce qui évite la trituration, donc le remplissage massif des caisses ou la trituration au pressurage, le surpressurage, voilà, ou le débourbage aussi, permet d'éliminer le potassium. Et puis ensuite, en cuverie, on a d'autres techniques. Hein. On peut assembler des vins de différentes acidités, bloquer la malo, assembler des vins avec malo sans malo. Par contre, je vous rappelle que l'acidification est interdite. Elle est autorisée uniquement sur dérogation, et c'est pas évident à avoir des dérogations. Il y en a eu une en 2003, mais voilà, c'est quand même très, très compliqué à avoir, ces dérogations. Et nous, nos essais de toute façon acidification n'ont pas montré d'effet. Alors de temps en temps, il peut y avoir un effet sur le vin clair. Effectivement, quand on acidifie, on voit certains vins clairs qui peuvent être différents, pas forcément plus acides, mais on voit des différences. Par contre, après prise de mousse, il y a zéro différence. Vous ne sentez plus en fait l'acide après prise de mousse. Alors ça, c'était pour l'acidité. Maintenant, on a toute une panoplie de nutriments dans nos mous qui vont servir aux levures et aux bactéries lactiques pour faire la malo. Donc ce qu'on appelle les macronutriments qui sont là en grande quantité. Donc c'est un petit peu comme l'être humain, hein. On a besoin de glucides, lipides, protides. Là c'est pareil. On a besoin de sources carbonées, donc glucides ça va être les sucres, les lipides, les acides gras, et puis les protides, les sources azotées, hein, que ce soit minérales ou organiques, les acides aminés.
Et on a besoin aussi de micronutriments, donc là en quantité plus faible, mais avec toute une panoplie de nutriments qui sont indispensables, les vitamines et les minéraux. Donc là on voit que, notamment au niveau de la source azotée, diminue d'année en année. On voit que la quantité notamment d'ammonium baisse de plus en plus dans les mous. Et ceci aussi avec les pratiques viticoles, l'enherbement, tout ça, ça fait baisser l'azote dans les mous. Donc on sait qu'en dessous d'un seuil de 80 mg par litre, il peut y avoir carence. Donc on a trouvé une... Des choses assez compliquées qui paraissent comme ça très simples avec vous. C'est gentil. Donc pour complémenter cette carence, pour supplémenter cette carence, on peut rajouter du phosphate diamonique, qui est du phosphate minéral finalement. Donc il faut ajouter au tiers de l'AFA, parce que sinon on peut avoir un effet qui est inverse à ce qu'on veut. Par contre, on voit qu'il y a d'autres carences, c'est-à-dire que des mous qui ont été supplémentés ou qui ont un taux d'azote qui est correct peuvent avoir aussi des fermentations languissantes. On en a de plus en plus. Alors c'est ponctuel, pour l'instant on n'en a pas beaucoup, mais on se dit peut-être dans les années à venir, comme la maturité augmente, comme il y a toutes ces choses-là qui se passent, il y a certainement un équilibre qui est modifié. Alors ça peut être des vitamines, ça peut être des minéraux, ça peut être certains acides aminés par rapport à d'autres. Donc on voit que là il y a à travailler pour savoir qu'est-ce que la levure, qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin, dans quelle quantité, dans quelle proportion. Parce que c'est un cocktail en fait de nutriments qu'elle a besoin. Et vous ne pensez pas qu'il peut y avoir une relation entre l'enzymage et l'effet de fermentation difficile? Non, parce que l'enzymage va vraiment impacter les pectinases, enfin les pectines. Donc c'est des molécules qui de toute façon ne sont pas utilisées par les levures. Les pectines ne sont pas dégradées par les levures. Non, mais il n'a pas tort, monsieur, parce que c'est quand même un support, c'est un support aux levures. Et par exemple, les professionnels de l'œnologie savent que quand vous avez des mous qui sont trop limpides, les levures elles se développent mal. Donc elles vous font racheter des produits à base de fibres de cellulose pour remettre dedans, alors que c'est des produits, des fibres de cellulose, vous les aviez initialement. Alors c'est aussi parce qu'effectivement, s'il y a un débouvrage trop poussé, on risque de dépouiller le vin. Voilà. Mais normalement, avec un débourbage classique, normal, avec des enzymes, si vous arrivez à 50 NTU, vous n'avez pas de risque. Et si vous voyez qu'il peut y avoir des mous, vous avez d'une année sur l'autre qui ont un peu des difficultés, vous prenez un petit peu de bourbe légère, vous en reprenez un petit peu, et normalement il n'y a pas de souci, ça passe. Après il y a d'autres facteurs. Nous on a testé, on a déjà fait des essais sur des vitamines. Alors c'est pas une vitamine, parce que les vitamines prises les unes par rapport aux autres, on ne voit pas d'effet. Par contre on voit qu'il y a un ensemble de vitamines. S'il y en a une qui est déséquilibrée par une autre, une qui est en plus grosse proportion par exemple, ou qui manque par rapport à une autre, il peut y avoir des problèmes. Et les acides aminés c'est pareil. Il y a tout un cocktail en fait qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on étudie, qui joue sur ces fermentations. Alors en dernier point, la composition des mous de demain va jouer aussi sur leur comportement vis-à-vis de l'oxygène. On voit depuis, déjà ça fait 2-3 ans, des comportements justement différents sur les mous. On a des taux de restitution à SO2 qui peuvent être plus bas, on ne comprend pas pourquoi. Des casses oxydasiques, donc c'est le brunissement des mous malgré des taux en SO2 qui sont corrects. Donc il faut savoir que l'oxydation des mous, c'est quelque chose, c'est pas le même phénomène que l'oxydation des vins, parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'oxydation des vins. L'oxydation des vins, c'est un phénomène chimique, donc assez long, alors que l'oxydation des mous, c'est un phénomène vraiment enzymatique, donc très rapide, qui va en fait dégrader les polyphénols des vins pour justement former des composés qui sont bruns et puis qui vont s'oxyder, enfin qui vont lancer un cycle d'oxydation et qui va s'enrichir, s'auto-alimenter. Donc on avait fait des bilans justement par rapport à tous les essais qu'on avait eus.
Et on voyait que le taux de restitution de SO2 était notamment influencé par le cépage. Bon, ça on s'en doutait, mais on l'a montré, qu'effectivement un meunier restitue quand même beaucoup moins bien le SO2 qu'un chardonnay. Donc le taux de restitution, c'est vraiment le SO2 qu'on va retrouver après des bourbages par rapport au SO2 qu'on a mis initialement. Donc on voit que le meunier, c'est un tiers, hein, c'est pas énorme, hein, c'est qu'un tiers de SO2 qu'on retrouve. Et puis, on a aussi une influence du mode de sulfitage. Hein. Vous connaissez le mode de sulfitage différé, c'est-à-dire qu'on rajoute le SO2 en une seule fois, mais à la fin de l'écoulement. Donc on voit qu'il y a forcément une meilleure restitution. Donc en fait, nous, ce qu'on va étudier, ce qu'on a commencé à étudier, c'est de savoir comment fonctionne ce phénomène. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment fonctionne ce phénomène. Donc on va faire ce qu'on appelle des diagnostics d'oxygène. Alors d'une part, là, la petite photo à gauche, on va essayer de regarder le pressurage, combien d'oxygène va apporter ce pressurage-là, combien on va dissoudre en fait d'oxygène par les étapes pressurage des bourbages. Donc là, il y a un petit mirreur hein, qu'on a mis à la sortie du pressoir, et puis on mesure à l'aide d'une sonde la quantité d'oxygène qu'il y a dans le mou. Et puis d'un autre côté, on va regarder comment le mou va consommer cet oxygène, avec quelle vitesse, quelle rapidité il va consommer cet oxygène. Et on va faire varier des paramètres, donc ça va faire être la température, le cépage, des paramètres classiques, les quantités de SO2. Ça va être aussi la présence de certains minéraux, par exemple le fer et le cuivre, qui sont des catalyseurs d'oxydation, ça peut jouer aussi. La quantité d'acide ascorbique, qui est naturellement présente ou pas dans le mou. La quantité de glutathion aussi, qui est une molécule pareil qui peut protéger du SO2. Voilà, donc on va essayer de faire varier plein de paramètres et de voir comment le mou y réagit, pour essayer de trouver des relations entre la composition du mou et son comportement vis-à-vis de l'oxygène, pour pouvoir trouver des solutions pour le protéger au mieux, sans forcément augmenter les doses de SO2, hein, parce qu'on sait que c'est pas dans l'air du temps et c'est pas du tout dans nos conseils. Mais à un moment, il faut aussi qu'on connaisse mieux les mots. Et puis voir l'impact final, parce que finalement, un mot oxydé, jusqu'à quel niveau d'oxydation il va avoir un impact sur le vin. Quelle est vraiment la nuisibilité de cette oxydation-là sur le vin. Peut-être qu'il y a une certaine oxydation qui est acceptable. Voilà, donc tout ça, on est en train de l'étudier. Et voilà, j'en ai terminé pour ma présentation.